Massacre de Kishiché au Nord Kivu, le gouvernement congolais a saisi la CPI pour l'ouverture d'une enquête sur ce dossier. Le bilan de ce massacre fait désormais état de 272 morts. Kinshasa pointe du doigt les rebelles du M23. Situation sécuritaire dans l'est du pays, le mouvement du M23 accepte de se retirer des zones occupées sur le territoire national congolais. Mais sur terrain, de nouveaux combats ont eu lieu dans la nuit de mardi à ce mercredi matin entre les FARDC et ses rebelles. Plus loin de la RDC, après 2 ans de report en raison de la Covid-19, la conférence de l'ONU sur la biodiversité s'ouvre ce mercredi à Montréal, au Canada. Présidée par la Chine, cette COP15 a pour objectif d'aboutir à un accord international avec des engagements concrets d'ici 2030 pour protéger la nature. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité, situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le mouvement du M23 accepte de se retirer des zones occupées sur le territoire national congolais. Ces terroristes ont réagi au communiqué de Nairobi 3, quand bien même ils étaient des grands absents. Les supplétifs du Rwanda exigent un dialogue franc avec le gouvernement congolais et une réunion avec la force régionale d'Afrique de l'Est. Après plusieurs pressions diplomatiques et militaires, le mouvement du M23 demande une réunion avec la force régionale d'Afrique de l'Est et le mécanisme de vérification ad hoc pour discuter des modalités de mise en œuvre, tout en renouvelant sa demande d'une réunion avec les médiateurs et facilitateurs afin de discuter du sujet de ses préoccupations. Ils l'ont fait savoir dans un communiqué publié sur leur compte Twitter. Ce n'est pas tout. Les terroristes du M23 réitèrent leur disponibilité de dialoguer directement avec Kinshasa pour trouver une solution durable aux causes profondes du conflit dans la partie orientale de la RDC. Selon les conclusions de Nairobi 3, il est prévu qu'un comité composé des représentants des communautés affectées, de l'EAC et du gouvernement soit constitué afin de faciliter la libération des prisonniers n'ayant pas des casiers judiciaires d'atrocité ou de condamnation pénale. En plus, concernant les communautés résidant dans un ou autour des parcs nationaux, le président Tshisekedi a accepté de les engager dans les projets écologiques et de les maintenir au cœur des efforts de conservation. Pour rappel, en novembre dernier, les chefs d'État de la sous-région réunis dans la capitale angolaise avaient ordonné au M23 de cesser le feu et de se retirer des zones occupées. La date et l'heure fixées n'avaient pas été prises en compte par le mouvement rebelle. Pour la première fois, les terroristes acceptent de se désengager, mais ainsi que l'esprit bien avisé peut le découvrir en lisant dans les lignes les dits communiqués, les supplétifs des Kagame, même s'ils ne l'expriment pas clairement, conditionnent leur désengagement et les retraits des positions occupées à un préalable qu'ils ont toujours présenté depuis longtemps. Tenir un dialogue direct avec Kinshasa, une condition que Kinshasa a toujours rejetée de façon catégorique, arguant qu'il est hors de question qu'un gouvernement dialogue avec les terroristes. Pour Kinshasa, donc, le dialogue avec les terroristes n'est envisageable que sous ces conditions, à savoir les cessez-le-feu sans condition, le retrait des combattants du M23 de toutes les zones occupées, ainsi que le retour de tous les déplacés dans des milieux d'habitation respectifs. Entre-temps, sur terrain, de nouveaux combats ont eu lieu dans la nuit de mardi à ce mercredi matin dans l'est de la RDC entre les FARDC et la M23, alors que ce mouvement rebelle s'est déclaré prêt à commencer à se désengager des zones dont il s'est emparé. Et puis, plus d'une semaine après le massacre des civils perpétré à Kishiché dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu, la RDC, à travers sa ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, a saisi mardi le procureur près la Cour pénale internationale pour l'ouverture d'une enquête sur ce dossier. Le bilan de ce massacre fait désormais état de 272 morts. Kinshasa pointe du doigt les rebelles du M23 qui s'en sont pris aux civils.
Massacre de Kishiché. Dans un mémorandum déposé à la MONUSCO mardi, le SDP, Parti social et démocratie pour le peuple, a condamné avec véhémence la posture de la communauté internationale qui ne sanctionne pas le Rwanda qui déstabilise la RDC. Ces énièmes massacres dans la partie est de la RDC a remué le couteau dans la plaie des Congolais. Dans une marche organisée à Kinshasa, le Parti politique social et démocratie pour le peuple a manifesté son désarroi et réitéré son soutien aux forces armées de la République qui sont sur le champ de bataille. Les Congolais sont chaque jour tués, violés par le rebelle M23, sous-traités par Paul Kagame à cause de nos minéraux, mais la communauté internationale ferme ses yeux et sa bouche. Ce qui est très scandalisant, c'est de voir cette même communauté internationale, notamment l'Union européenne, soutenir l'armée rwandaise en débloquant pour son compte 20 millions de dollars au lieu de le sanctionner. Le Parti politique social et démocratie pour le peuple, SDP en sigle, condamne avec la dernière énergie tout ce massacre effectué à l'est du pays par l'assassin de Congolais, M. Paul Kagame et sa bande M23 qui viole, pille, tue sous l'œil hypocrite de la communauté internationale. Le SDP reste attaché au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui fournit beaucoup d'efforts pour que la paix totale revienne dans cette partie. Après cette marche, le SDP a déposé un mémorandum à la MONUSCO pour fustiger les silences de la communauté internationale et demander des sanctions sévères contre le Rwanda qui appuie le M23. Et puis la troisième session des consultations de paix de Nairobi s'est clôturée mardi. Les groupes armés ont accepté d'adhérer au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, tout en désenvoyant de manière unanime son principal animateur national. C'est ce qui ressort du communiqué final signé par le facilitateur Uhuru Kenyatta ainsi que tous les participants. La mise en place d'un groupe de travail constitué du bureau du facilitateur, des officiels de la République démocratique du Congo, des représentants de la communauté d'Afrique de l'Est et des représentants des communautés affectées dont sont issus les groupes armés, afin d'examiner la situation des détenus et prisonniers, membres des communautés locales dont sont issus les groupes armés, et de proposer aux autorités des solutions idoines allant jusqu'à la libération. La facilitation des actions en faveur des peuples autochtones vivant autour des parcs et aires protégées, afin que ces derniers participent aux différentes initiatives en matière de protection de l'environnement, lesquelles initiatives concernent uniquement les populations congolaises. L'organisation à Kinshasa des rencontres entre les communautés affectées et les officiels de la République démocratique du Congo en vue de se pencher sur les revendications soulevées par les populations locales de la province du Maniema, dont les cahiers de charges n'ont pas été respectés par des sociétés minières ayant opéré dans cette région. Portée à l'attention du président de la République démocratique du Congo, la revendication concernant le manque de confiance envers certains animateurs au niveau national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRCS. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a visité le centre d'instruction de Kitona au Congo central. Une visite qui intervient après la réponse active des jeunes à l'appel du chef de l'État, celui d'intégrer les FARDC pour combattre les forces négatives. C'est un ministre de la Défense nationale et des anciens combattants qui ne se repose pas. De Windhoek, Gilbert Kabanda Kourenga quitte un vol pour un autre. Au centre d'instruction d'Ikitona, situé au Congo central, le chef de l'outil de la défense y est arrivé pour confirmer la réponse massive des jeunes Congolais venus de toutes les provinces à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui d'intégrer les FARDC pour défendre l'intégrité territoriale nationale en proie à l'agression rwandaise dans l'est du pays. Simaya, sans ami Satou. Quelques mois seulement,
vous sortirez des véritables soldats, bien formés et prêts à défendre votre pays. Le centre d'instruction de Kitona a reçu près de 10 000 hommes et femmes. Dans un temps record, ces jeunes seront étoffés, venus de la Chopo, du Maniema, du Congo central, de l'Ituri, du Grand Kivu, du Grand Katanga et du Grand Équateur. Les 250 femmes parmi les recrues, le chef de l'outil de la défense, Gilbert Kabanda, les a encouragés pour les choix républicains. Kabanda a donné de nouvelles orientations pour la bonne gestion du centre d'instruction de Kitona. Parlant processus électoral en RDC, les efforts fournis par la CENI dans la gestion des contraintes identifiées depuis la publication de la feuille de route sont salués par la plateforme de la société civile AETA à l'issue de la double analyse technique qu'elle a effectuée durant 4 jours. Elle conclut que le calendrier électoral est cohérent, tenable et réalisable dans le délai constitutionnel. À l'issue de cette double analyse technique axée essentiellement sur l'appréciation globale du calendrier électoral, la révision intégrale du fichier électoral, la convocation du corps électoral, l'audit du fichier électoral et les contraintes à la mise en œuvre de ce calendrier, les experts spécialistes et professionnels des élections de l'AETA estiment que la tendance est à la maîtrise optimale. Que le calendrier électoral 2022-2027 est cohérent, tenable, réalisable dans le délai constitutionnel, car pour l'AETA, les 5 contraintes à sa mise en œuvre sont maîtrisables. L'AETA émet cependant des recommandations face aux contraintes identifiées. Doter la Commission électorale nationale indépendante d'un plan de décaissement trimestriel ou semestriel et de respecter son autonomie financière. Qu'en cas de retard de l'achèvement de la révision du fichier électoral, le processus électoral connaissent une impasse. Face à la pandémie de la COVID-19 et autres épidémies, cas d'Ebola, les experts électoraux recommandent au gouvernement de la République la prise de mesures sanitaires drastiques de prévention. 9 mois après la publication de la feuille de route du 3 février 2022 par la CENI, tout semble assuré pour le rendez-vous électoral de 2023. Et puis la gouverneure du Haut-Lomami, Isabelle Kalinga, est de retour du Niger où elle a pris part au sommet sur l'industrialisation. Accueillie par son vice et les membres de la sécurité provinciale, Isabelle Kalinga salue les efforts du chef de l'État sur la création des chaînes des valeurs dans la fabrication des batteries à base du lithium de cette province. Regardez. Après son séjour à Niamey au Niger, où elle a pris part au sommet de l'industrialisation, la gouverneure de la province du Haut-Lomami, Isabelle Kalinga Mushimbi, vient de regagner les chefs-lieux de la province. À Kamina, accueillie au bas de la passerelle par son vice, Martin Loueka, et une délégation des officiels de sa province, la gouverneure a salué l'occasion. Pour elle, celle de vendre les potentialités de sa province. Au fait, nous avons été invités par la Commission économique d'Afrique, le sommet Union africaine. Et là, nous avons eu à parler sur l'industrialisation et la diversification économique à Niamey au Niger. Nous avons profité de cette occasion de pouvoir parler de notre province, donc vendre l'image de notre province, surtout les potentialités qui regorgent notre province pour pouvoir attirer les investisseurs à venir aussi investir dans notre province. On n'a pas eu à parler où on va installer l'usine. Il était plus question de parler sur favoriser une chaîne de valeur qui pourra permettre nos batteries à mettre les batteries électriques par rapport aux véhicules qui sont en marche. La province du Haut-Lomami, que moi j'ai appelée notre capitale de lithium, est essentielle à ces projets industriels transformateurs. La gouverneure salue ici les efforts du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les projets de création des chaînes des valeurs en batterie et en voitures électriques, initiative et vision qui apportera un impact sur les relèvements des économies de la RDC en général et du Haut-Lomami en particulier. Et puis les retraités de 5 entreprises du portefeuille étaient en sit-in mardi devant le Palais de la Nation.
L'objectif de cette manifestation est de faire entendre au chef de l'État, Félix Tshisekedi, leur doléance sur l'appurement de leurs arriérés évalués à plus de 33 millions de dollars américains. L'appurement de leurs arriérés qui s'élève à plus de 33 millions de dollars américains, la régularité de paiement selon les accords, la compression de l'échéancier restant à 2 ou 3 tranches, c'est l'essentiel de leurs réclamations contenues dans les mémorandums adressés au président de la République, Félix Tshisekedi. Le cri de détresse d'au moins 18 000 Congolais retraités de 5 entreprises du portefeuille compte être rétabli dans leurs droits. Nous venons ici, c'est pour réclamer les droits de ces vieilles personnes du troisième âge. Nous avons signé un protocole d'accord avec le gouvernement via le ministère des Finances. Mais protocole d'accord qui est violé le jour au jour. Que maintenant, nous sommes à plein pied d'état de droit. État de droit, ça signifie quoi? Ça signifie mettre chacun dans ses droits. Rappelons par ailleurs que c'est depuis plusieurs mois que ces agents retraités issus des GECAMIN, SCPT et 3 autres banques congolaises liquidées dont la majorité sont des hommes du troisième âge. Rappelons par ailleurs que c'est depuis plusieurs mois que ces agents retraités issus des GECAMIN, SCPT et 3 autres banques congolaises liquidées dont la majorité sont des hommes du troisième âge. Le dépôt de ces mémos aux premiers citoyens de la République reste leur dernière chance, une fois trouvé gain des causes. Pourquoi plusieurs panneaux de signalisation placés dans les rues de Kinshasa ne sont pas respectés par les conducteurs? C'est la question qui se pose de plus en plus dans une capitale marquée par des embouteillages monstres et des cas d'accidents de route. Les agents de la police des circulations sont reprochés de ne pas faire respecter ces indications. Le panneau ou le feu de signalisation sont quasi inexistants dans les rues de Kinshasa, alors qu'ils sont censés notamment réguler la circulation en indiquant la direction et la vitesse à appliquer, de fait que dénonce la population. Des désordres dans la circulation et des véhicules et des piétons. Moi, je pense qu'il faut que le gouvernement jette un coup d'œil, mais aussi, il arrive des fois que ça fonctionne, mais le roulage ne coordonne pas vraiment les mouvements. En cas de panne de feu de signalisation ou absence de panneaux indicateurs, le PCR devrait prendre la relève. De Kinois sont souvent consternés de voir que le roulage, comme on les appelle communément, ne font que courir derrière les infractions souvent inimaginaires pour se mettre plein le poche. Monsieur, qui t'a dit le commissariat provincial, c'est moi qui va vouloir ma voiture. Mais des fois, le roulage s'intéresse plus à demander de l'argent chez les taximens et consorts. Et ça crée des désordres. Moi, je pense qu'il faut qu'on puisse conscientiser le roulage. À Kinshasa, il n'existe presque pas de panneaux indicateurs de sens unique, ce qui crée quelquefois de confusion dans le chef de conducteurs qui n'ont que les yeux braqués sur les autorités pour remédier à ce fléau. En dehors de nos frontières, après 2 ans de report en raison de la Covid-19, la conférence de l'ONU sur la biodiversité s'ouvre ce mercredi à Montréal, au Canada, présidée par la Chine. Cette COP15 a pour objectif d'aboutir à un accord international avec des engagements concrets d'ici 2030 pour protéger la nature. Les délégués de plus de 190 pays se retrouvent jusqu'au 19 décembre pour adopter un nouveau cadre mondial décennal pour sauvegarder la nature et ses ressources indispensables à l'humanité. Les temps pressent, 1 million d'espèces sont menacées d'extinction, 1/3 des terres sont gravement dégradées et les sols fertiles disparaissent, tandis que la population et les changements climatiques accélèrent la dégradation des océans. Cette COP15, sœur jumelle dans l'ombre des COP sur le climat, est notre chance d'arrêter cette orgie des destructions, a-t-il déclaré Antonio Guterres.
Mais les négociations patinent depuis 3 ans. Il s'agit de concrétiser un accord d'une vingtaine d'objectifs dont les principales visent à protéger 30% des terres et des mers. D'autres prévoient la restauration des milieux naturels, la réduction des pesticides, la lutte contre les espèces invasives ou les conditions d'une pêche et d'une agriculture durable. Mais les sommets présidés par la Chine est déplacé au Canada en raison de la politique zéro Covid de Pékin. Ce sont donc les ministres de l'Environnement qui seront chargés à partir du 15 décembre de faire aboutir les négociations. L'ambition affichée reste de sceller un accord aussi historique que celui de Paris 2015. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Massacre de Kishiché au Nord Kivu, le gouvernement congolais a saisi la CPI pour l'ouverture d'une enquête sur ce dossier. Le bilan de ce massacre fait état de 272 morts. Kinshasa pointe du doigt les rebelles du M23. Situation sécuritaire dans l'est du pays, le mouvement du M23 accepte de se retirer des zones occupées sur le territoire national congolais. Mais sur terrain, de nouveaux combats ont eu lieu dans la nuit de mardi à ce mercredi matin entre les FARDC et les rebelles du M23. Et plus loin de la RDC, après 2 ans de report en raison de la Covid-19, la conférence de l'ONU sur la biodiversité s'ouvre ce mercredi à Montréal au Canada, présidée par la Chine. Cette COP 15 a pour objectif d'aboutir à un accord international avec des engagements concrets d'ici 2030 pour protéger la nature. Merci de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. L'autre rendez-vous de l'actualité, c'est la revue de presse dans une sélection et présentation signée Christian Kalonji qui va faire son entrée sur ce plateau. Bienvenue Christian. Merci, grâce. Merci à tous ceux qui nous regardent depuis Malemba Nkoulou dans le Olomami grâce à S5. Alors, plusieurs médias en ligne reviennent sur la fin des travaux de Nairobi 3 et la saisine de la CPI par Kinshasa après le massacre de Kishiché. Effectivement, grâce, nous allons d'abord commencer par les assises de Nairobi qui ont pris fin hier. Eh bien, nous espérons en tout cas que tous les participants, entre autres les groupes armés, vont pouvoir faire preuve cette fois-ci d'une certaine sincérité, puisque c'est pas la première fois qu'ils prennent part à ces travaux. Eh bien, le communiqué final signé par le facilitateur Uhuru Kenyatta, les mandataires spéciaux du chef de l'État et tous les représentants des groupes armés reprend donc 10 principales décisions et résolutions, dont l'acceptation du programme des désarmements, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, tout en désavouant de manière unanime, grâce son principal animateur national, rapporte casinfo.cd, comme vous le voyez. Les signataires du communiqué de Nairobi 3 ont aussi décidé, grâce de la mise en place d'un groupe de travail devant examiner et traiter la question des détenus et prisonniers des groupes armés et faire rapport aux instances judiciaires spécialisées pour une solution idoine. À en croire interview.cd qui revient également sur ce sujet justement. Une réunion va donc se tenir en janvier à Goma et à Bunia pour évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces résolutions. Dans cette même optique, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a donc accepté de faciliter justement les communautés résidant autour des parcs nationaux et de les engager dans des projets écologiques afin de les maintenir au cœur grâce des efforts de conservation. La seule précision à apporter grâce à Lambo, c'est notamment sur l'absence du M23 à ses assises. Les terroristes qui n'étaient pas donc concernés par ces pourparlers de paix continuent malheureusement, il faut le dire, de fouler aux pieds les résolutions du mini-sommet de Luanda. Selon Radio Okapi, les combats ont donc repris mardi 6 décembre dans la matinée autour de la cité de Kishanga, à cheval entre les territoires de Rutshuru et Masisi, entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Des armes lourdes ont été donc mises à contribution grâce. Les terroristes du M23 sont donc accusés, vous le savez, par les autorités congolaises d'avoir tué près de 300 civils à Kishiché. Eh bien, face à cette cruauté, Kinshasa n'est pas resté oisif, il faut le dire. La ministre de la Justice qui séjourne à La Haye, où se tiennent justement la 21e
Assemblée des États partis a alerté justement sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pointe pour sa part Radio France Internationale. La patronne de la justice veut que la Cour pénale internationale ouvre une enquête sur ce qui s'est passé à Kishiché dans l'Est de la RDC le mardi 29 novembre dernier, tout en saluant l'annonce faite lundi par le procureur de la Cour, Karim Khan, de visiter prochainement certains pays. Les autorités congolaises réclament donc au procureur de rendre prioritaire son déplacement en République démocratique du Congo. Et puis ce titre pour poursuivre votre revue de presse, les partenaires extérieurs de la RDC insistent sur la tenue des élections crédibles en 2023. L'info venait de tomber il y a à peine quelques heures seulement. C'est dans un communiqué publié ce mercredi justement que l'Allemagne, la Belgique, le Canada, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grèce, l'Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni, ainsi que la Suède, la Suisse, la République tchèque et l'Union européenne ont salué la publication par la CENI du calendrier électoral écrit afriqueactu.net. Ces partenaires extérieurs insistent grâce sur les élections transparentes et inclusives dans le délai constitutionnel. Dans ce communiqué que je vous invite à découvrir avec moi, les États-Unis, l'Union européenne et tous les autres pays encouragent donc la centrale électorale à amplifier ses efforts pour renforcer la crédibilité des élections. Ces pays disent attacher une importance particulière à la création des conditions permettant justement la tenue des élections dans les zones touchées par les conflits, y compris dans l'est du pays. C'est l'essentiel de votre revue de presse. Merci Christian. Je vous en prie, grâce à l'amour. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50 à 19h. Retrouvez Christopher Ochokoum pour la grande édition de journal. L'actualité reste en continu.